Retour sur ce plateau avec moi, Innocent Dimi, directeur général de la financière, et Augustin Benazo, analyste économique, délégué général du CPS Congo. Rebondissement du Congo face à la crise, quelle riposte et comment la mener cette bataille, c'est de cela que nous parlions. Innocent, tout à l'heure, tu parlais de privatiser le CFCO à moitié, 49%, pour que le Congo espère collecter un certain nombre de sous, en fait, un certain nombre d'argent pour pouvoir aller vers sa riposte par rapport à cette crise. Je donnais l'exemple, je parlais du CFCO à titre d'exemple, mais il faut privatiser beaucoup plus largement. J'ai donné un exemple très concret du CFCO. Je disais que si on privatisait 49%, ça permettait de récupérer 49% de la valeur du CFCO et de tous les investissements qui ont été consacrés. Ça, c'est de l'argent immédiat, palpable dans les caisses de l'État. Le deuxième point, c'est que ça fait sortir les agents du CFCO du cadre de fonctionnaires publics, d'accord, pour les intégrer dans une société privée. C'est donc une charge en moins pour l'État. On contribue donc à la baisse des charges de l'État et au train de vie de l'État. La deuxième des choses, c'est que ces personnes-là qui vont récupérer 49% du CFCO viennent pour investir dans un secteur stratégique, d'accord, et que l'investissement dans ce secteur stratégique-là va permettre de générer de l'activité. Cette activité va donc générer et des impôts et des dividendes pour l'État qui reste actionnaire majoritaire de la structure. Tout à fait. Alors, bien évidemment, tout ça s'inscrit également dans le cadre d'un transfert de compétences et ainsi de suite. Si vous voyez la logique où je veux en venir. Donc exactement. Économiquement, ça c'est du palpable, c'est du concret, c'est tout de suite, c'est immédiat. On peut appliquer ce modèle-là à plusieurs autres structures. On parle notamment de la crise de la société des transports urbains publics, les STUB. C'est pareil. Même schéma, on cède une bonne partie, un tout petit peu moins que la majorité, pour garder le contrôle parce qu'on reste un État souverain, d'accord. Et ces sociétés privées qui viennent, qui ont une obligation de résultat, elles vont générer de l'activité. Et là, encore une fois, on sort ces gens-là du budget de l'État. Et c'est pareil, on peut l'appliquer également à la Banque Postale. Et des exemples, il y en a beaucoup. Rien qu'avec cette stratégie de privatisation, ne serait-ce que sur les 10-12 entreprises étatiques, on récupère énormément d'argent, je dis bien énormément d'argent, qu'on peut consacrer à l'affectation soit de la dette intérieure, soit de la dette extérieure, comme on veut, mais surtout, immédiatement, on baisse la charge incompressible des fonctionnaires. C'est aussi simple que ça. La réalité, elle est brutale. Peut-être que certains ne la comprendront pas, mais c'est aujourd'hui la seule possibilité de relancer immédiatement. Tout à l'heure, vous parliez, à juste titre, d'agriculture, mais ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Or, aujourd'hui, on ne peut pas. L'État a des actifs, l'État a des avoirs qui ne produisent pas, qui coûtent de l'argent à l'État. Je prends un autre exemple concret, les routes. Elles sont entretenues par le budget de l'État. C'est pas normal. Quand vous faites Pointe-Noire-Brazzaville, vous ne payez pas de péage. C'est pas normal. Il n'y a pas de fonds pour entretenir les routes. Et c'est là où je reviens, je parlais de notion d'État-providence. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. La dure réalité, elle est là. Donc, vous voulez des réponses pragmatiques sur le rebond. On ne peut pas attendre que le baril fasse 70, 75 dollars ou que le dollar baisse. Là, c'est ce qu'on appelle des effets d'aubaine. Pour l'instant, il y a une tendance qui est plutôt haussière et qui permet d'avoir de meilleures perspectives. Mais si on continue à espérer uniquement sur ça, on ne pourra pas. La réalité, c'est celle-ci, c'est qu'il faut dégorger les charges de l'État. Je reviens vers vous, Augustin Benazo. C'est vrai que vous voulez parler du dividende démographique. Il nous en prend quelques exemples comme ça, privatiser certaines entreprises étatiques. Dans le CFCO, on pourrait ajouter une partie. On pourrait ajouter la SNDE et la SNE. On pourrait ajouter beaucoup d'entreprises. Mais est-ce que ce n'est pas là aussi question de toucher un peu à la souveraineté de l'État? Oui, je pense que M. Zedi devait être cohérent dans la logique de notre intervention à ce débat. Il a parlé de la dividende démographique, il a parlé de train de vie de l'État, il est parti au secteur privé. Je crois qu'on devait aller étape par étape pour faire comprendre à ceux qui nous écoutent la logique, la cohérence du débat. Parlant de la division démographique. Du dividende démographique. Vous savez que ce qu'on appelle aujourd'hui les immigrés, ce sont eux qui boostent l'économie de l'Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Afrique perd une partie de sa richesse humaine qui se retrouve de l'autre côté. Nous avons des jeunes. Quel est le taux de chômage au Congo? Le taux de chômage au Congo était de 40%, souvent un indicateur que je peux retrouver. Mais avec la situation actuelle de la crise de 2014, beaucoup d'entreprises ont fermé, donc le taux de chômage a rebondi. J'ai lu un document qui nous ramène à 70% de taux de chômage au Congo. Vous comprenez? Alors que la richesse qui est là ne fait rien pour le pays, alors que le gouvernement devait capitaliser sur cette richesse, la jeunesse. Ça
savez qu'au Congo, 50% de la population est jeune. Qu'est-ce qu'on fait de cette énergie qui est disponible au nouveau pays? Ça peut nous aider à développer les secteurs comme le secteur agricole. Vous comprenez? Là, on rentre dans la diversification de l'économie. Je veux revenir pour être au même point que M. Dimi. Sur le train de vie de l'État, il en a parlé. Je pense que je suis d'accord avec ce que M. Dimi dit. Le président de la République a parlé que des missions. Je pense qu'il y a le Sénat, il y a l'Assemblée nationale, il y a certains départements qui sont des gouffres d'argent, notamment l'armée, la police, la gendarmerie. Et tout ça, il faut regarder quelles sont les limites qu'on peut y faire pour réduire les dépenses publiques et que cet argent soit orienté sur les politiques pour développer l'économie, sinon améliorer les conditions de vie des Congolais. Le secteur privé, je suis d'accord. Il a parlé après l'exemple du CFCO. C'est déplorable de parler du CFCO parce que c'est une compagnie qui existe depuis les indépendances du Congo et que jusqu'à ce jour, le pays n'arrive pas à stabiliser la gestion de cette compagnie. Il a donné une approche que je suis d'accord avec lui, c'est privatiser essentiellement cette compagnie et voir qu'est-ce que ça peut rapporter. Oui, ma question était celle-ci, est-ce qu'en ce moment-là, il ne se poserait pas des questions de souveraineté quand on pense que le CFCO c'est quand même l'épine dorsale de notre économie? Quand je pense que la SNDE c'est l'eau que les Congolais consomment, quand je pense que la SNE c'est le courant que les Congolais utilisent. Mais monsieur Foucault, c'est juste une question. C'est juste une question. Il faut arrêter avec ces discours souverainistes. Le monde ne tourne plus ainsi. Il faut être pragmatisme. Il faut vraiment être pragmatique. Il n'y a pas de notion souveraine sur ce type de choses. Je veux bien qu'un secteur aussi stratégique que le pétrole soit régalien et qu'on n'y touche pas. Sur la SNPC, c'est régalien, c'est souverain, on met ça de côté, pas de problème. Mais aujourd'hui, le CFCO, les transports urbains, la banque postale, Congo Télécom, toutes ces sociétés qui sont des sociétés de prestation de services, SNDE, doivent être privatisées. Ce dont vous parlez sur le capital humain et ainsi de suite, c'est bien. Ça s'inscrit dans le cadre d'un PND, c'est à long terme, on veut bien, il n'y a pas de problème. La réalité, c'est comment on fait pour faire front tout de suite, immédiatement. On est pragmatique. Ce sont des structures qui, 1, coûtent de l'argent, 2, sont portées aux charges du budget de l'État. Tous les mois, ces gens-là, il faut les payer. Elles ne produisent pas, il faut les financer, il faut les développer. Non, il faut les sortir du portefeuille public. D'accord? Garder, bien évidemment, je l'ai dit, la majorité des actions de ces entreprises-là, mais il faut les privatiser. Il faut les confier à des spécialistes, des professionnels du secteur qui feront ce qu'on appelle un transfert de compétences et qui nous permettront à moyen, long terme d'avoir des Congolais qui soient à des postes à responsabilité dans ces structures-là, mais dans l'immédiat, on a besoin d'arrêter de financer ces entreprises-là, on a besoin qu'elles nous rapportent de l'argent, qu'elles nous rapportent des dividendes et que ces employés soient portés au service d'une société privée. Tout ceci doit s'inscrire bien évidemment dans le cadre d'un partenariat et ce qu'on appelle plus communément un pacte d'actionnaires dans lequel le repreneur s'engage à maintenir les emplois, à faire le transfert de compétences, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Croyez-moi, on va gagner énormément d'argent et de temps. Je suis d'accord avec ce que dit M. Dimi dans le cadre de la privatisation des entreprises étatiques qui n'ont pas de performances à améliorer. Mais pour privatiser, il faut avoir des investisseurs. Il faut avoir des gens qui vont venir. Mais quel est aujourd'hui le niveau de climat d'affaires au Congo? Je reprends les chiffres du Doing Business de la Banque mondiale. En 2015, le Congo avait été au 74e rang mondial sur 189 pays. Et en 2016, on a dégradé encore de deux points. On est passé à 176e. Ça veut dire que le niveau des affaires au Congo n'est pas favorable pour attirer les investisseurs. Je sais que les efforts sont en train d'être effectués par le gouvernement, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Pourquoi? Il y a des causes exogènes, notamment la dégradation de la note du pays par l'agence de notation, suivant les indicateurs de la macroéconomique du pays. Vous savez qu'un investisseur pour arriver au Congo, il doit d'abord savoir quel est le niveau de doing business de ce pays dans le monde. C'est-à-dire que le niveau vous donne la satisfaction ou la motivation d'y mettre ses ressources. Je ne mettrai pas des ressources dans un pays où il y a incertitude en matière des indicateurs macroéconomiques. Il y a pas mal des éléments endogènes qui peuvent empêcher un investisseur de mettre son argent parce qu'il y met pour y avoir un bénéfice. Ce qui cesse aussi d'améliorer le niveau des affaires, c'est qu'il y a la dégradation de la situation macroéconomique, j'ai dit. Il y a insuffisance aussi du dialogue, qu'il faut le dire, entre le public et le privé.
Parce qu'au Congo, il y a des entreprises qui existent. Je ne sais pas si votre entreprise a déjà bénéficié d'un appui ou un accompagnement ou un appui financier de la part du gouvernement. Vous ne direz pas que vous êtes une entreprise qui n'avait pas des problèmes. Non mais monsieur, il faut être un peu cohérent. Comment vous pouvez demander à une personne du secteur privé de jouir du financement de l'État? Vous aussi, il faut arrêter. Vous ne savez pas que l'État peut booster le secteur privé? Non, vous me demandez à moi, en qualité de dirigeant d'entreprise, si l'État va déjà accompagner. C'est inimaginable. Non, je vais vous donner un exemple. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. En Éthiopie, par exemple, les jeunes qui ont voulu créer des startups qui n'avaient pas les moyens. Vous savez qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement a exonéré ces entreprises des frais d'importation des biens pour permettre à l'entreprise de prendre un démarrage. Vous comprenez? Le gouvernement a pris en charge certaines personnes de l'entreprise que le gouvernement paye pour que les entreprises aient l'élan du démarrage. Ça, c'est un appui du gouvernement. Mais quel est l'intérêt de cela? C'est que cette entreprise va recruter, va faire de l'emploi, ok? Cette entreprise va contribuer au budget du pays dans le paiement des taxes ou l'impôt par rapport à l'entreprise. C'est cela l'approche. Il ne faut pas rester dans des approches rigides. Il ne faut pas rester dans des approches rigides de développement économique. Il faut être dans des approches cohérentes. La riposte de l'innocent, je rappelle que vous êtes directeur général de la financière. Écoutez, non, encore une fois, vraiment, vous avez un discours tellement utopique. Donc vous pensez que c'est pas faisable? Non, je dis pas que c'est pas riposte. Je dis pas que c'est pas faisable. Je dis que vous avez un discours vraiment utopique et moi je trouve ça assez fantasque. En réalité, c'est pas comme ça que la réalité se passe. La réalité économique, c'est pas ça. Il faut sortir un peu de vos livres, d'accord? Et il faut aller sur le terrain. Vous utilisez des indicateurs Banque mondiale, Doing Business et autres. C'est pas comme ça que le monde fonctionne. Ah bon? Un investisseur, il va là où il y a son intérêt immédiat. Aujourd'hui, vous pensez que développer mon honneur et Total, c'est préoccuper du doing business? Non, il y a un business, on est pragmatique, il y a un cours qui est favorable, on rentre dans le business. Pensez que Dangote, quand il a créé sa cimenterie, il s'est préoccupé du doing business? Non, il y a un marché, on y va. L'autre aspect que vous négligez, c'est que vous êtes extrêmement, je vous l'ai dit, souverainiste, centralisé. Mais le business qui se passe au Congo, à 2 minutes de bateau, il y a 11 millions de consommateurs potentiels. 11 millions de consommateurs potentiels. Les routes dont on parle tous les jours, d'accord, qui, je le rappelle, sont entretenues par l'argent de l'État, ok, pour lesquels les gens vont et viennent. Notamment, je parle des Camerounais qui viennent déverser leurs oignons ici. Ne payent pas un franc de frais de route de péage. Imaginez la plus-value pour eux. Là, encore une fois, aux frais de la princesse, aux frais de l'État. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Donc, je dis approche pragmatique. L'État-providence, c'est fini. C'est fini. Les fonctionnaires qu'on paye à rester à la maison, c'est terminé. C'est pas possible. Ça peut pas fonctionner comme ça. Donc, non mais laissez-moi terminer. Donc, je vous le dis vraiment très sincèrement. Il faut sortir des livres, il faut aller affronter la réalité, il faut mettre le bleu de chauffe et aller au combat. Vous parliez tout à l'heure des budgets du Sénat, de la police, de la gendarmerie. Mais monsieur, ça c'est des mesurettes. Moi j'appelle ça des mesurettes. Ça n'a pas d'impact dans le temps. Et pire encore, ça c'est du régalien. On s'attaque à la souveraineté de l'État. C'est des budgets inamovibles, insubmersibles. C'est pas parce qu'on va réduire la voilure des sénateurs de moins 50% que ça va changer grand-chose. On parle de quoi, 5-6 milliards sur une année? Non, écoutez, je crois qu'il faut qu'on soit... Je crois qu'il faut qu'on soit... Non, mais j'en viens. Qui donne la parole. J'en viens. Je peux rester avec lui comme je peux rester avec vous. Moi, je pense que quand on parle de la responsabilité qui est la nôtre, en tant qu'État, c'est bien évidemment d'améliorer la vie de tout à chacun et de contribuer au développement et d'apporter sa modeste contribution à la hauteur de ce qui vous est possible de réaliser. Moi, je dis très franchement que la solution, elle est là. Okay. C'est bon? Alors, pour l'instant, pour Innocent, la solution est là, mais pour Augustin, il faut encore réfléchir. Oui. Innocent pose un problème clair, il demande à Augustin. Innocent pose un problème clair, il vous demande de sortir des livres et d'aller palper. Je pense que c'est Innocent qui est resté dans les livres. Un exemple, depuis que le gouvernement congolais n'investit plus de fonds en matière de développement social et économique, en matière des infrastructures, combien d'entreprises ont fermé au Congo? Si Innocent peut repartir dans ses livres,
Combien d'entreprises ont fermé? Je peux te les citer. Si tu veux, je te les cite. SGC, Socofro, Escom, Andrade. Quand tu vas au niveau de Pointe-Noire, il y en a pas mal. Parce que au niveau de l'Afrique et tu vois l'économie de notre pays qui est une économie sociale, le gouvernement booste le développement économique du pays. Ça, si vous ne le savez pas, il faudrait le retenir. C'est les investissements du gouvernement qui boostent l'économie. Depuis que le gouvernement est en période de vache maigre, vous regardez sur le marché public, rien ne marche. Il n'y a pas de liquidité sur le marché. Il faut comprendre que l'État a un rôle important dans le développement économique d'une nation parce que c'est le moteur suivant l'économie de notre nation. Si je vous dis que le Congo a changé d'économie, je suis d'accord avec vous. Ok? Maintenant, en revenant sur les ressources qu'on peut obtenir en réduisant certains budgets de certains départements dont on vient de citer, même si c'est 1 milliard, M. Dili, ça peut être retourné à payer les gens du CHU, à payer les enseignants, à payer les bourses. C'est quelque chose, même si c'est ces enfants qu'on retire de ces ressources qui sont planifiées, qu'on peut les réduire pour améliorer la gouvernance, c'est quelque chose, monsieur Dili. Je ne vois pas pourquoi vous dites que non, ça ne représente rien. Non, ça représente une masse qui peut permettre de développer un secteur ou d'aider sur le plan social. Monsieur, il a la parole. Voilà. Il a la parole. Je crois que c'est cela que je voulais lui dire. Mais je suis d'accord qu'il faut diversifier l'économie en privatisant. Il faut qu'on améliore d'abord notre système de climat d'affaires. Alors, parce qu'il y a des pesanteurs. Une question à vous deux. Est-ce que le Congo a besoin de s'endetter aujourd'hui? Mais tous les États ont besoin de s'endetter, mais ça c'est une réalité. Il n'y a pas d'État qui se développe sans s'endetter. Le pays le plus riche du monde aujourd'hui, c'est le pays le plus endetté du monde, ça s'appelle les États-Unis d'Amérique. Donc la réalité c'est celle-ci. L'endettement, c'est indispensable au bon fonctionnement d'un État. Mais moi je reviens sur ce que disait M. Benazzo. M. Benazzo, je vous l'ai dit encore une fois, ce dont vous parlez, ce sont des mesurettes. Ce sont des pseudo-mesurettes. C'est-à-dire que vous prenez des petites choses, des petits exemples totalement insignifiants. Je sais qu'avec des gouttes d'eau, on remplit un verre, sauf que le processus, il est long. Et que le Congo n'a plus le temps d'attendre. Vous l'avez dit, depuis 2014, on est plongé dans une crise sans précédent. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Et vous nous dites encore qu'il faut encore se poser la question de savoir comment ménager l'un ou l'autre. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. À un moment donné, il faut du pragmatisme. Il faut qu'on soit tous d'accord et il faut qu'on aille dans le même sens. Je vous l'ai dit. Vraiment, vous parlez tout à l'heure des sociétés qui ont fermé, des Andrade, des Escom et autres. Mais là, encore une fois, c'est l'État-providence. Toutes ces sociétés-là, elles ont eu des marchés d'État à ne plus savoir qu'en faire. Elles ont brassé des milliards et des milliards chez nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout l'argent qu'ils ont généré? Ils l'ont envoyé à l'international. Non, mais attendez, je vous réponds. Elles l'ont envoyé à l'international. Elles l'ont retourné à leur maison mère. La réalité, c'est celle-ci. Pourquoi personne ne veut l'accepter? Et aujourd'hui, ces sociétés-là, qui se sont engraissées sur le dos de l'État congolais, maintenant qu'il y a un cours pétrolier qui est défavorable, elles s'en vont tranquillement, en laissant sur le carreau des centaines et des centaines de Congolais au passage. Est-ce que vous trouvez que ça c'est normal? Et vous dites encore à l'État, non, bon, toi, État-providence, faut encore remettre un peu d'argent sur la table pour permettre à ces Congolais-là de subsister. Que toi, État congolais, État-providence, faut que tu finances des entreprises privées pour qu'elles créent de la valeur ajoutée. Mais ça marche pas comme ça. C'est pas possible. Moi, je m'inscris totalement en fond avec ce discours-là. L'État, il a une responsabilité évidente, c'est d'améliorer la vie de ses concitoyens au quotidien. En réalité, la démarche est plus qu'engagée. Le pas est plus qu'emboîté. Les infrastructures de base, le boulevard énergétique qui est en train de se mettre en place, l'amélioration des conditions de santé, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, tout ça c'est là, c'est palpable, c'est inscrit dans le marbre. Je vous l'ai dit. Vous ne pouvez pas demander à l'État. Il faut arrêter avec l'État-providence. On ne peut pas tout demander à l'État. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc je suis certainement issu d'une autre culture. Oui, moi je n'ai jamais. Non, laissez-moi terminer. Moi je n'ai jamais géré les biens de l'État. Je n'ai jamais été appelé aux responsabilités de l'État. Tout simplement parce que je m'émancipe énormément dans le secteur privé. Et je pense que aide-toi et le ciel t'aidera, c'est le meilleur des adages. Il faut arrêter de croire en un État-providence. À chaque fois, c'est le même réflexe chez les Congolais. Que fait l'État? Mais vous-même, qu'est-ce que vous faites pour votre pays? Le secteur privé, il fait quoi pour accompagner son pays? Je vous ai répondu tout à l'heure à la question sur les structures qui ont fermé. Elles se sont engraissées. Je dis bien engraissées et je pèse mes mots. D'accord, ok. L'exemple, je crois que
il y a un problème d'approche stratégique. Pour Dimi, il pense que l'État n'a pas le droit d'accompagner. J'ai pas dit ça. C'est ce que vous voulez dire. Non, j'ai pas dit ça. Vous pensez qu'accompagner, c'est nécessairement de l'argent. Non, j'ai dit. C'est pas forcément de l'argent pour accompagner le secteur public. Aujourd'hui, nous avons un ministère qui s'occupe du secteur informel. Quel est le poids de l'informel sur l'économie congolaise? Est-ce que vous le savez? Il représente sur les chiffres pratiquement 30% du PIB qui n'est pas pris en compte dans l'économie du Congo parce que c'est un secteur que l'État ne contrôle pas. Mais je l'ai dit en préambule, M. Benazo, vous m'embêtez pas. Je reviens sur l'effet d'endettement que M. Foucault a posé la question, est-ce que le Congo doit s'endetter? Vous savez qu'aujourd'hui, s'il y a l'évasion fiscale à travers les entreprises qui existent, parce que les entreprises ne reçoivent pas des financements de banque, donc une entreprise qui fait son entreprise avec ses fonds propres n'a aucun compte à rendre à une institution pour qu'on puisse suivre son bilan d'affaires. Vous comprenez? Il est autorisé, ceux qui ont fait comptabilité pourra nous le témoigner peut-être dans un autre débat, lorsqu'une entreprise se crée, forcément l'État doit obliger l'entreprise de faire un emprunt dans son capital. Ça permet de suivre l'évolution de cette entreprise. On met en place des mécanismes qui permettent d'éviter les évasions fiscales. Donc l'État congolais aujourd'hui, avec les partenaires qui l'entourent, avec les soucis que nous avons, est dans l'obligation de faire un emprunt pour accompagner les secteurs, surtout sur la balance économique du pays. Ça, je suis d'accord avec lui que le Congo devrait s'endetter. Revenons sur l'effet des sociétés étrangères. Monsieur Dimi parle que les sociétés étrangères ont accumulé de l'argent, sont partis. Mais